Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, on va s'intéresser au séjour extrascolaire. Quoi de mieux, bien sûr, pour un séjour linguistique pour progresser en langue étrangère, aucune immersion dans un pays étranger pour développer des compétences humaines. Mais comment trouver le séjour le plus adapté à vos besoins ou encore s'assurer de la sécurité du voyage? On en parle tout de suite avec Sabine Bonneau, qui est déléguée générale du label Unocell. Sabine Bonneau, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors le label Unocell, c'est un label mais aussi une association. Est-ce que déjà, première question, la priorité de votre association, c'est de garantir la sécurité du bon encadrement de tous ces séjours dans lesquels partent de nombreux parents d'enfants? Oui, tout à fait. En fait, l'UNOCEL a été créé en 1978. C'est une union professionnelle en fait qui fédère des organismes de séjour linguistique, colonies de vacances et voyages scolaires. Et ça a été créé en fait initialement par 4 organismes qui voulaient de séjour linguistique, qui voulaient vraiment professionnaliser la profession, puisqu'à l'époque il n'y avait vraiment aucune réglementation, et qui ont décidé effectivement de créer ce label qui permet du coup de garantir la qualité des séjours, ou du moins je dirais l'adéquation entre ce qui a été vendu et ce qui se passe sur place. D'accord, parce que le label, justement, il se base sur quoi exactement? Comment est réalisée la certification? Alors en fait, le label se base en fait sur des grilles d'audit qui ont été conçues, qui contiennent à peu près une centaine de critères. Donc on passe vraiment l'intégralité du séjour en revue, à la fois en amont avec les documents de vente, le site internet. Donc on vérifie déjà que ça correspond à la législation française, que les organisateurs par exemple de voyage soient bien immatriculés tourisme. Ça fait un des critères qui sont examinés dans le cadre de notre label. Et ensuite, on décline tout, l'hébergement, la formation, l'encadrement, les activités sociales et culturelles, le voyage. Donc tous ces points sont vraiment audités et étudiés de près, à la fois au siège social de l'entreprise, mais aussi sur un lieu de séjour. Donc il y a des auditeurs qui se rendent sur place, sur un lieu de séjour, qui rencontrent les jeunes sur place, les enseignants, le personnel, pour vérifier que tout est bien conforme. Des critères que vous avez établis ou c'est une charte qui est gouvernementale, par exemple? Non, alors c'est une charte, c'est des critères que nous avons établis nous sur la base de la législation française, donc comme je vous disais par rapport déjà à toute la réglementation qui concerne les agents de voyage, et on s'est aussi basé sur la norme des séjours linguistiques qui a été conçue par l'AFNOR, donc qui fait la trame un petit peu de notre grille d'audit auquel on a rajouté des points complémentaires. Et votre site, ensuite, il s'adresse à qui? C'est vraiment, je suis parent d'élève, donc je souhaite réaliser quelque chose, mais presque extrascolaire, du coup, ce ne sera pas dans le cursus d'une école, ou ce serait plutôt pour les institutions qui veulent avoir de l'aide pour organiser ce genre de séjour? Notre site unocell.org s'adresse en fait à tous. Il s'adresse effectivement aux parents qui recherchent un séjour pour leur enfant. Il s'adresse aussi aux collectivités, aux comités d'entreprise qui peuvent aussi être organisateurs de séjours. Il s'adresse enfin aux enseignants aussi qui veulent organiser des voyages scolaires. Vous parlez justement du fait que c'est une association qui a été créée en 1978. Comment a évolué l'accès au séjour linguistique? Est-ce que c'est toujours quelque chose de très privilégié ou désormais, vraiment dans la France entière, des enfants ont la chance de partir? Alors ça se démocratise, en revanche effectivement pas tout le monde ne peut malheureusement partir en séjour linguistique, ça a un coût. Après on propose des séjours qui on essaye de rendre accessibles au plus grand nombre. Par exemple le gouvernement a mis en place pendant la période Covid, juste après, le dispositif colo apprenante qui permet à des jeunes de partir à un coût vraiment moindre en séjour en colonie de vacances. Donc nos organisateurs aussi s'inscrivent dans ce type de dispositif. On travaille aussi avec l'association Colo Solidaire pour essayer de rendre les séjours beaucoup plus accessibles. Donc il y a de nombreuses aides qui existent. Après, c'est sûr que ça reste un coût en fonction de la destination dans laquelle on veut partir, du nombre d'heures de cours, etc. Le voyage peut être plus ou moins onéreux.
Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui est le plus cherché aujourd'hui? C'est vraiment des séjours linguistiques pour parler anglais, par exemple? Oui, l'anglais reste très loin la langue la plus demandée, avec effectivement du coup les destinations anglophones, Irlande, Angleterre, Malte et puis les États-Unis, Canada. Et on a vu par contre se développer de manière vraiment conséquente, et ça a été, enfin c'était déjà le cas avant, mais ça s'est amplifié avec la période Covid, les séjours d'anglais immersion en France. Donc des séjours d'anglais qui sont conçus en France, à 100% en France, mais dans une bulle linguistique anglaise avec des enseignants et des intervenants qui parlent toute la journée en anglais. Ah d'accord, mais ça du coup, ça va être un peu plus du type colonie de vacances en dehors du cadre scolaire, avec plutôt des formateurs vraiment natifs anglais, ou ça va être plutôt type on est en salle de classe pendant une semaine? Alors là, ce dont je vous parle, c'est effectivement des formules de séjour linguistique pendant les vacances, où on est plutôt effectivement sur un rythme de colonie de vacances, ou en tout cas de périodes vraiment ludiques, où on apprend l'anglais autour d'activités, mais aussi on peut avoir aussi quelques heures de cours formels, mais toutes les activités socioculturelles, on peut faire du sport en anglais, on peut faire des visites en anglais, donc il y a tout un tas d'activités qui sont organisées en anglais. Après, on a aussi effectivement des voyages scolaires qui sont organisés autour de l'apprentissage de l'anglais, mais là, ça se fait pendant le temps scolaire, accompagné par les enseignants. Oui, voilà, parce que c'est ça, en fait, l'intérêt quand même assez attrayant de ces séjours, c'est que ça joue sur plusieurs plans. Donc déjà, l'apprentissage d'une langue, bien sûr, mais aussi l'aspect ludique, l'aspect les enfants qui rencontrent d'autres enfants. J'imagine que ça forge énormément de compétences en plus de la langue. Tout à fait. Généralement, les parents inscrivent leurs enfants pour la dimension linguistique, mais en fait, on se rend compte que sur place, ils apprennent énormément. C'est déjà une ouverture d'esprit, la découverte d'une autre culture, si on part à l'étranger, d'un nouveau mode de vie, de sortir tout simplement de son environnement familial, de sa cellule familiale, de son quartier, apporte énormément, et puis donne aussi le goût à la mobilité pour ceux qui pourront ensuite les séjours plus lointains, plus tard, dans le cadre des études ou professionnelles. Donc c'est vraiment des expériences extrêmement enrichissantes au niveau aussi de la collectivité. On se fait énormément d'amis très rapidement parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc ce sont des expériences extrêmement riches qui apportent énormément et qui servent tout au long de la vie. Et donc on a parlé du frein financier. Est-ce qu'il y a d'autres freins? Est-ce que par exemple, des parents seraient particulièrement inquiets? Est-ce qu'il faut faire preuve de pédagogie auprès notamment des écoles, du coup, encadrants ou parents? Disons que ce qui est important, c'est que si on veut que le séjour linguistique, en tout cas, se passe bien, c'est que tout le monde soit motivé, content et en confiance. Et ça concerne à la fois les parents comme les enfants qui partent. Donc c'est important de construire son projet un petit peu en amont, de pouvoir échanger avec les organismes, de savoir qu'on est avec des organismes en qui on peut avoir confiance, à qui on peut poser toutes les questions nécessaires avant le départ, et d'impliquer vraiment son enfant aussi au tout début de la démarche, parce qu'un enfant qui serait réfractaire au séjour ne va pas profiter de son séjour linguistique s'il n'a pas envie d'y aller. Donc il faut trouver la formule qui lui convient avec l'organisme en qui les parents ont confiance pour que tout se passe le plus sereinement possible. Oui, parce que j'imagine qu'il y a vraiment énormément de différents types de séjours en fonction de l'âge de l'enfant, de son niveau, de sa volonté, de différentes activités. Votre travail aussi, c'est de conseiller les parents pour les mener vers le bon séjour. Tout à fait, c'est important qu'effectivement les parents puissent trouver le séjour qui correspondra à leur enfant, et tout ça, ça passe par une analyse vraiment en amont des besoins que font les organisateurs, en tout cas labellisés UNOCEL, pour pouvoir identifier ce qui conviendra le mieux à l'enfant. Donc il y a l'âge qui est à prendre en compte, mais il y a aussi la personnalité de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant qui est ouvert, qui a l'habitude d'aller vers les autres facilement, au contraire qui est plus en retrait? Est-ce qu'il aime le côté un peu scolaire, ou au contraire il a des grosses difficultés à l'école et il a besoin d'avoir un environnement un peu différent et plus ludique? Donc ce sont des genres de questions que les organisateurs posent en amont pour être sûr effectivement de trouver la bonne formule. La durée aussi du séjour, on ne va pas proposer la même durée de séjour pour un enfant qui part pour la première fois de chez lui et un enfant par contre qui a l'habitude de voyager. Donc rien qu'en soi, partir, voyager, prendre l'avion ou le train tout seul, ou en tout cas accompagné sans ses parents, c'est toujours déjà une aventure. Donc il faut pouvoir trouver les arguments et puis la rassurance pour pouvoir partir en toute sérénité.
Il y aurait un âge limite avant lequel on ne pourrait pas partir? Non, pour on peut vous? partir disons que généralement les premiers séjours se font à l'école primaire, ça c'est vraiment les tout premiers séjours linguistiques. Après, la majeure partie des jeunes partent pour la première fois quand ils sont au collège, donc on voit qu'il y a le maximum de départ a lieu généralement autour de la classe de 4e, 3e. Qu'est-ce que vous conseillerez aux parents, voilà, pour trouver vraiment le bon rapport qualité-prix, je dirais? Est-ce qu'il y a vraiment des critères sur lesquels il faut être particulièrement attentif pour trouver la bonne formation? Au niveau du qualité-prix, c'est vrai que ce qui va vraiment faire la différence, c'est le nombre d'heures de cours que votre enfant aura dans la semaine. Donc, c'est vraiment important d'interroger l'organisme à ce niveau-là, de s'assurer que ce sont des heures de 60 minutes, qu'on parle bien tous de la même chose, et des heures avec un enseignant, et pas des heures particulièrement en visioformation ou sur ordinateur. Donc ça, il faut vraiment regarder ce critère-là. Il faut regarder aussi le nombre de participants. Combien d'élèves seront-ils en classe? Est-ce que ce seront des petits groupes, 5-6 élèves par classe, ou au contraire des groupes plus importants? Donc ça va avoir un gros impact financier. Le type d'hébergement aussi. Quand on est en famille d'accueil ou en résidence, c'est pas le même budget. Donc il faut vraiment regarder de près tout ça. Et puis aussi l'organisation du voyage, si c'est un voyage avec une organisation départ groupé depuis la France avec des encadrants, ou si l'enfant doit se rendre par ses propres moyens sur place et que sur place quelqu'un vient le chercher par exemple à la gare ou à l'aéroport. Et on s'approche des dernières questions. Là, il y a eu quand même des actualités assez fortes, alors qui remontent jusqu'au Brexit, alors que l'Angleterre est sûrement une terre d'accueil de séjour linguistique assez forte. Puis après le Covid, etc. Est-ce que vous avez pu proposer des alternatives? Comment est-ce que vous avez vécu ces dernières années? Ces dernières années ont été effectivement assez compliquées pour tout le monde et entre autres pour les organisateurs de séjours linguistiques. Il a fallu trouver effectivement d'autres formules. Un certain nombre de séjours se sont déroulés finalement à distance. Donc pour les cours qui étaient vraiment à vocation vraiment extrêmement pédagogique, avec beaucoup d'heures de cours, on a pu basculer les cours avec un professeur à distance. Et sinon, comme je vous le disais en début d'émission, c'est vraiment les séjours immersion anglais en France qui se sont beaucoup développés, ce qui a permis à un certain nombre d'enfants de vivre quand même une expérience d'immersion linguistique sans avoir à franchir les frontières, parce que c'était quand même ça la principale difficulté. Bien sûr. Merci beaucoup Sabine Donneau d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir donné un peu plus d'informations sur ces séjours, comment choisir le bon séjour linguistique approprié à votre enfant. Et donc c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation.